Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Apprends et parle. Je suis de retour après quelques semaines. Je dois avouer que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour créer un nouvel épisode, mais je suis là maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la transcription gratuite de cet épisode et des précédents sur mon site internet dans l'onglet podcast. Je rappelle aussi mon site www.apprenetparle.com. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler d'une figure emblématique de la France, tout comme je l'avais fait pour Napoléon. Il s'agit de Marie-Antoinette. Je rappelle cependant, mes chers auditeurs, que je ne suis pas historienne. J'ai fait des recherches, bien sûr, et j'espère vous apporter plus de clarté sur son histoire et qui était Marie-Antoinette. Ses origines, son enfance, son propre pays, son arrivée en France, quelques anecdotes sur sa personnalité ou simplement son influence et son lien avec la France et pourquoi elle l'a marqué. Commençons donc avec son enfance et qui était Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à Vienne en Autriche sous le nom de Marie-Antoinette Joseph Jeanne. Elle est la 14e enfant, oui 14e, de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et de l'empereur François Ier du Saint-Empire. Marie-Antoinette appartenait à la maison des Habsbourg, une des familles les plus puissantes et influentes d'Europe. Cela explique donc pourquoi elle est promise à un mariage politique visant à renforcer les alliances entre l'Autriche et la France. La future reine est élevée à la cour de Vienne dans une ambiance strictement rigide et organisée. Elle ne reçoit pas une éducation aussi poussée que ses frères et sœurs, car elle n'est pas perçue comme une future dirigeante. Et non. Cependant, elle est élevée dans l'ombre de sa mère, une femme d'une grande autorité. Mais tout change en 1770 à l'âge de 14 ans. En effet, Marie-Antoinette est envoyée à la cour de France pour y épouser le dauphin Louis-Auguste, fils de Louis XV, donc futur Louis XVI. Ce mariage a pour but de sceller l'alliance entre l'Autriche et la France. L'arrivée de Marie-Antoinette à la cour de Versailles ne se fait pas sans difficulté, cependant. Elle est critiquée par une partie de la noblesse française qui la trouve étrangère et trop décontractée dans ses manières, et elle se retrouve également face à un mari réservé, timide et mal à l'aise dans son rôle de futur roi. Vous l'aurez compris, la combinaison de tout ça ne donne pas une atmosphère très propice à l'intégration sociale de la jeune fille. En effet, son intégration à la cour de France ne passe pas inaperçue et ne se passe pas comme prévu. Son frère, l'empereur Joseph II, la décrit comme aimable et honnête, tandis que d'autres utilisent des adjectifs plus péjoratifs. Elle montre des difficultés à s'adapter aux usages français et à l'étiquette. Elle multiplie, le plus souvent inconsciemment, les maladresses qui ternissent peu à peu son image et l'opinion publique à son égard. Marie-Antoinette apprécie les divertissements, elle intervient dans le choix des spectacles de la cour, encourage les artistes, s'enthousiasme pour les bals, etc. Mais elle apprécie aussi le billard et les jeux de cartes qu'elle pratique souvent, dit-on, avec excès, perdant et gagnant tour à tour des sommes considérables, au point que le roi fait interdire certains jeux trop hasardeux qui faisaient perdre de véritables fortunes. Également musicienne, Marie-Antoinette joue de la harpe et du clavecin et sait également chanter. La reine consacre également beaucoup de temps à la mode contre l'avis de sa mère qui n'approuve pas ses distractions. Elle choisit souvent elle-même ses robes et ses coiffures, ce qui n'était pas le rôle de la souveraine à l'époque. Lorsqu'elle arrive à la cour en mai 1770 pour devenir dauphine, tout le monde s'extasie devant sa jeunesse, sa beauté, sa grâce et sa blondeur. Mais peu à peu, on lui découvre, et on lui reproche, un caractère dépensier, frivole, capricieux, méprisant.
Or, on attend d'une reine qu'elle donne l'exemple d'un comportement juste et digne. On lui reproche rapidement d'être moqueuse, de ne pas respecter l'étiquette. Elle s'entoure de gens qu'elle choisit au mépris des règles établies et ne comprend pas le sens et l'utilité du rituel monarchique. Cependant, elle est encore très jeune à cette époque, 14-15 ans, et à Vienne, elle a été élevée plus simplement, et surtout, personne ne lui explique le sens de ce qui lui est interdit ou recommandé de faire. Donc, il est difficile de la canaliser si on ne la guide pas. En 1774, Louis XV meurt, et le mari de Marie-Antoinette, Louis-Auguste, devient Louis XVI, roi de France. Marie-Antoinette devient donc reine consort de France à 19 ans. Mais le mal est fait. Les Français l'appellent Madame Déficit à cause de ses dettes. Ensuite, on lui reproche sa stérilité. Elle est mariée pendant 8 ans avec Louis XVI et toujours aucune naissance. Pire, elle est imprudente. Elle s'entoure d'hommes jeunes et beaux, de femmes à la vertu légère, sort la nuit avec eux. Très vite, toute la France l'accuse de tromper le roi et on la traite de prostituée. En 1785, l'affaire du collier la discrédite aux yeux du public. Elle est innocente, mais on la croit tout à fait capable d'avoir escroqué un cardinal en lui faisant acheter pour elle un collier sans projeter de le rembourser. Et ça continue. À partir de 1789, on l'accuse de manipuler Louis XVI en lui conseillant de résister à la Révolution, puis en correspondant avec des ennemis de la France. Cependant, Marie-Antoinette n'a pas été formée pour réagir comme il faut. Elle ne pense qu'à préserver le pouvoir et le trône de son fils, et elle échoue. Son impopularité vient du fait que son comportement ne correspondait pas à l'image traditionnelle d'une reine de France, et qu'elle n'a pas su imposer ni expliquer son idée du métier de reine. Malgré une opinion qui lui est d'abord très favorable, la reine devient peu à peu la cible des pamphlets et des caricatures, qui redoublent à partir de 1785 avec cette fameuse affaire du collier. Ses dépenses sont surveillées, souvent exagérées, et elle est accusée d'épuiser toujours davantage les finances du royaume. Chaque tentative de reconquête de l'opinion publique est un échec, et au moment de la Révolution, la reine est clairement détestée, voire même haïe par le peuple. La chute de Marie-Antoinette est causée par toutes les raisons que j'ai citées précédemment et accélérée par les tensions sociales. En 1789, la Révolution française éclate. Le peuple français, affamé et écrasé par la dette, se révolte contre la monarchie. Marie-Antoinette est perçue comme une étrangère indifférente à la souffrance du peuple, et elle et son mari Louis XVI sont contraints de quitter Versailles et de revenir à Paris, où ils sont mis sous surveillance. La reine subit une pression intense. Les rumeurs de fuite avec sa tentative d'évasion à Varennes en 1791 viennent accroître sa détestation parmi les révolutionnaires. Elle et son mari Louis XVI sont finalement emprisonnés. En 1793, après l'exécution de Louis XVI, Marie-Antoinette est jugée par le tribunal révolutionnaire. Elle est accusée de trahison, de conspiration contre la République et de détournement de fonds publics et même d'inceste avec son fils. Entre l'incarcération de Marie-Antoinette à la prison de la Conciergerie et sa mise à mort par la guillotine, se passent 76 jours. Une courte période qui va sceller le destin tragique de la dernière reine de France. Son procès ne dure que 2 jours et sa condamnation à mort est prononcée à 4h30 du matin. Le même jour, le 16 octobre 1793, quelques heures plus tard, elle est guillotinée sur la place de la Révolution, actuellement place de la Concorde, à Paris, à l'âge de 37 ans. De nombreux documentaires et films ont été tournés pour représenter Marie-Antoinette sous bien des angles, et son image a été plus ou moins restaurée au fil des générations grâce au cinéma ou à la télévision, mais il est évident qu'elle a laissé derrière elle une image, une légende, forte et poignante d'une femme qui pourtant, même si elle fut exécutée comme une victime martyrisée par le peuple et un tribunal exclusivement masculin, et aussi un procès qui malheureusement était truqué. Truqué, ça signifie que
il a été pas inventé, mais on a réuni des preuves qui, pour la plupart, étaient fausses. Elles étaient fomentées, créées de toutes pièces, et on l'a accusée. Et même si elle se défendait, qu'elle défendait sa cause, de toute façon, la décision était déjà prise. Donc pour Marie-Antoinette, c'était terminé. Clairement, elle ne pouvait pas s'en sortir. J'ai récemment vu un documentaire français avec des acteurs français qui est extrêmement bien présenté, très bien restitué historiquement. Et j'ai été extrêmement surprise et affligée aussi de voir euh, comment elle a été traitée. Je pense que même si elle avait des défauts, la seule chose qu'elle connaissait, c'était le prestige, le luxe, être reine évidemment. Et elle ne pouvait pas se comporter différemment parce que c'était son quotidien, c'était tout ce qu'elle connaissait. Et malheureusement, elle a été accusée de tout ça et elle a été mise à mort, guillotinée par le peuple. Je pense qu'ils auraient clairement pu la ramener en Autriche, la renvoyer chez elle. Sa famille en Autriche n'a fait aucun effort pour la sauver, la défendre ou la récupérer d'ailleurs. Euh, Ce qui est plutôt triste. Et je pense malheureusement qu'ils se sont vraiment acharnés sur cette pauvre femme. Bien sûr, ils s'acharnaient sur la reine pour faire tomber la monarchie et s'en débarrasser, mais on ne pouvait pas faire autrement que aussi de s'acharner sur la femme. Et le documentaire que j'ai regardé montrait vraiment le côté humain de Marie-Antoinette. De plus, elle souffrait d'hémorragie interne. Elle avait des saignements journaliers, réguliers, et les biographes ont parlé d'un cancer de l'utérus. Je n'en sais pas plus à ce sujet au niveau médical, mais ce que je pense, c'est que il y a eu un acharnement. Bien sûr, je comprends le point de vue de chaque personne. Il y a les royalistes, les républicains, les pour, les contre. C'est normal. Dans la politique et dans la vie au quotidien, c'est toujours comme ça. Il y a souvent des clans, des groupes, les uns contre les autres. Mais je pense que humainement, Marie-Antoinette n'avait pas mérité ce traitement cruel. De plus, les témoins étaient censés être, lors du procès de Marie-Antoinette, les témoins étaient censés être neutres et ne pas être influencés par leurs émotions. Et ils ont tous été choisis et payés pour parler contre Marie-Antoinette, pour justement la faire tomber. Et c'est pour ça qu'on dit que le procès était truqué, créé, inventé, si vous préférez, parce qu'en fait, il n'était absolument pas juste. Et quand j'ai regardé ce documentaire, par exemple, j'ai été extrêmement choquée et très agacée par cette injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Et bien sûr, à l'époque, nos ancêtres étaient bien plus extrêmes et plus cruels, je pense. Et quand on voulait faire tomber quelqu'un, on trouvait toujours des raisons. Ça ne change pas vraiment maintenant à notre époque, mais quand on voit ça maintenant, en 2025, avec du recul sur la situation, je pense qu'on a envie d'aider Marie-Antoinette. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très injuste, même si ça fait partie de l'histoire, de la Révolution, et que c'est ce qui a aidé à créer la France d'aujourd'hui. Malheureusement, pour cette pauvre femme, ce n'était pas juste. Mais ce n'est que mon opinion, après avoir fait des recherches pour ce podcast, et ce n'est que mon opinion, eh bien, de citoyenne française qui voit l'histoire avec un œil nouveau et avec du recul, évidemment. J'espère que cet épisode, l'épisode numéro 8, il me semble, eh bien, a été enrichissant, intéressant et eh bien, j'espère que au niveau culturel, en tout cas, au niveau historique, ça vous aura apporté quelques précisions et un peu plus de lumière sur cette histoire qui était Marie-Antoinette, d'où elle venait, son caractère, son procès, sa chute, sa mort, et pourquoi
Marie-Antoinette est Marie-Antoinette. Et je pense que même si on a voulu l'oublier, l'écraser comme beaucoup d'autres personnages de l'histoire et d'autres femmes de l'histoire, Marie-Antoinette ne sera jamais oubliée et elle sera toujours mentionnée dans beaucoup de contextes, je pense. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et aussi ici sur Spotify. Un grand merci à tous et à la prochaine pour le prochain épisode de cette émission du podcast Apprends et parle. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprensetparle.com. Vous retrouvez mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.